Donc là aussi, je vais commencer par un cas clinique pour illustrer le propos. Réel, bien sûr. Patient adressé aux urgences pour une hyponatrémie, chez un patient connu pour une schizophrénie, avec une potomanie qui est évaluée entre 10 et 15 litres par jour. Il a une sténose urétrale congénitale avec une maladie rénale chronique stade 4. Il a de très nombreux médicaments neuroleptiques. Et il fait une crise convulsive avec confusion, agitation post-critique, un globe vésical, et la biologie montre l'hyponatrémie qui est le sujet du topo. Donc vous voyez qu'on a tout de suite demandé le ionogramme urinaire sur échantillon, ce qui était facile puisqu'il avait un globe. Et cette information, ces urines vont être très informatives puisqu'elles vont nous donner l'état de concentration ou l'état de dilution des urines. Dans une situation où on a une intoxication à l'eau, on s'attendrait à avoir des urines très diluées. Et lorsque l'on calcule l'osmolarité en faisant 2 fois Na plus K plus urée, on arrive à 156 milliosmoles par litre. La suite de l'histoire, le patient est perfusé avec 2 litres de NaCl 9 pour 1000 sur 4 heures. Et puis, soudain, grosse diurèse. Et donc, le médecin de garde essaye de compenser et d'éviter de se faire disputer le lendemain matin. Et il n'y arrive pas, puisque vous voyez qu'il passe de 103 à 119 de natrémie. Et puis, les médecins pendant la journée ne font pas beaucoup mieux, puisqu'on continue à 127. Donc, au total, sur les 12 premières heures, le patient pisse 6 litres. Donc, la question, c'est que s'est-il passé ? Comment comprendre cette situation? Donc, si on revient un petit peu à l'homéostasie, on a un organisme qui est soumis à des variations quotidiennes d'eau et d'osmole. On mange des calories et on mange des osmoles, vous le savez. Et donc, les reins ne considèrent pas les calories, ils considèrent uniquement les osmoles et l'eau. Et les reins ont des limites de fonctionnement. Ils peuvent pisser très peu, moins de 400 millilitres jour, et beaucoup, plus de 15-20 litres jour. Et en ce qui concerne les osmoles, là aussi, il y a une grande variabilité, une grande variation de grande possibilité, soit quasiment rien, soit 1200, 2000 milliosmoles par jour. La problématique, c'est que les reins ne savent pas éliminer de l'eau distillée et ne savent pas éliminer du sel en grains. Le pouvoir de concentration et le pouvoir de dilution qui nous intéressent aujourd'hui, en effet, vont de 60 milliosmoles par litre, en ce qui concerne, ou 50 milliosmoles par litre pour les reins de compétition, et on arrive à concentrer jusqu'à 1000-1200 milliosmoles par litre. Donc si on fait un petit calcul simple, et si l'on considère un patient qui boit 1 litre par jour et qui mange 600 milliosmoles par jour, ce qui est une alimentation relativement faible en sel et en protéines, l'osmolarité moyenne des urines sera donc de 600 milliosmoles par litre. Vous voyez, le calcul n'est pas trop compliqué. Si maintenant, on prend une deuxième situation, un patient qui boit 12 litres et qui mange 600 milliosmoles par jour, là, l'osmolarité moyenne sera de 600 divisé par 12, c'est-à-dire 50 milliosmoles par litre, et vous voyez qu'à ce moment-là, ceci n'est plus possible, puisque ici, la capacité maximale de dilution des reins est de 60 milliosmoles par litre. Donc là, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez cocher le QCM, ou bien les reins disent « je ne sais pas, je n'arrive pas à tout éliminer, donc je ne fais rien », ou alors ils disent « je fais ce que je peux ». Et donc, comme ils vont faire ce qu'ils peuvent, ils vont éliminer à 60 milliosmoles par litre les 600 milliosmoles par jour, c'est-à-dire qu'ils vont éliminer 10 litres d'eau à raison de 60 milliosmoles par litre. Et conclusion, sur les 12 litres qui auront été ingérés, 2 litres resteront dans le corps. Et ce sont ces 2 litres-là qui expliqueront l'hyponatrémie. Donc l'hyponatrémie, on est bien d'accord, c'est une intoxication à l'eau. Et donc le traitement consiste à, bien sûr, diminuer la prise d'eau
et apporter davantage d'osmoles, ces osmoles pouvant être du sodium, du potassium, de l'urée, c'est-à-dire des protéines. Donc que s'est-il passé? Pourquoi était-il prévisible que le patient ait une diurèse aussi importante et corrige de façon aussi brutale sa natrémie? Les 2 litres de NaCl 9 pour 1000 que vous avez apportés, c'est en fait 600 milliosmoles. Comme le patient, vous le voyez ici, l'osmolarité urinaire est de l'ordre de 100 milliosmoles par litre, eh bien, apportant 600 milliosmoles, vous allez pisser tout de suite 6 litres. Et donc, cette correction trop rapide était donc largement expliquée. On a apporté les osmoles qui ont permis à l'organisme de reprendre le contrôle de son homéostasie. Si on avait apporté moins d'osmoles, on aurait eu une correction moins rapide. Donc, dans ce premier exemple, vous avez une hyponatrémie qui est liée à un excès d'eau et à une insuffisance d'osmoles. Et c'est la raison de cette hyponatrémie. Et ça se voit dans l'hypotomanie beaucoup plus que dans les polydipsies primaires et éventuellement dans des insuffisances rénales très évoluées avec un trouble de la soif. Le traitement consiste à ce moment-là une restriction hydrique et un apport d'osmoles pour résoudre le problème. Dans la recommandation des experts face à une hyponatrémie profonde, ils suggèrent l'usage du NaCl 3%. Or, le NaCl 3%, c'est 1020 milliosmoles par litre. Et lorsque l'on recommande 150 millilitres de cette solution, ça correspond donc approximativement à 150 milliosmoles. C'est-à-dire, chez notre patient, on aurait obtenu une diurèse d'1,5 litre. Et donc, on aurait eu une correction de la natrémie de l'ordre de 112 millimoles par litre. Et donc, on n'aurait pas eu une surcorrection de l'hyponatrémie. Ce deuxième cas clinique aborde une autre étiologie. Patiente âgée de 81 ans, adressée aux urgences pour confusion. Elle a un traitement diurétique antihypertenseur comprenant des ARA2 et un diurétique, un thiazide, qui peut peut-être nous orienter. Elle n'a pas une tension très élevée. Et elle a l'hyponatrémie. Donc là encore, on a un ionogramme urinaire sur échantillon qui est prélevé à l'entrée. Et l'osmolarité urinaire, ici, n'est plus à 100, 130, on est à 330. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une potomanie? Non. Quelles sont les autres hypothèses possibles? Donc, le médecin de garde fait l'hypothèse qu'il y a une hypovolémie et apporte 1 litre de NaCl 9 pour 1000 pendant la nuit. Le lendemain, on est donc passé de 108 de natrémie à 126, donc là encore, surcorrection. Et le ionogramme urinaire réalisé le lendemain matin, là aussi, va être très informatif. Donc on a une osmolarité urinaire qui n'est plus de 330, mais qui est de 124. Donc on a eu une amélioration du trouble de la dilution des urines. Donc l'hypothèse diagnostique semble être celle qui avait été faite, c'est-à-dire on avait une hypovolémie. L'explication est ici. Nous avons une régulation de l'osmolarité plasmatique, donc de la natrémie le plus souvent, par une hormone qui s'appelle une hormone antidiurétique. Et ceci se fait grâce à des récepteurs qui sont situés au niveau des troisièmes ventricules, des osmorécepteurs, qui vont détecter les variations de l'osmolarité. Et puis, il y a aussi à cet endroit des barorécepteurs, qui, eux, vont détecter des variations de la volémie efficace, on va dire ça comme ça. En fonction des variations de la natrémie, si elle monte, on va avoir une sécrétion de vasopressine qui va cheminer le long du neurone magno-parvocellulaire et être sécrétée dans le sinus au niveau de la post-hypophyse, libérée dans le courant circulatoire et venir se fixer sur les récepteurs de la vasopressine, notamment les récepteurs V2 qui sont situés au niveau du canal collecteur à cet endroit-là, au pôle basolatéral. La fixation de l'hormone à son récepteur va permettre l'expression à la membrane de canaux à eau, les aquaporines 2,
et l'expression basolatérale des aquaporines 3-4, ceci permettant donc la réabsorption de l'eau, de la lumière tubulaire dans l'interstitium, puis dans les capillaires péritubulaires. Et donc en fait, si vous avez ici un néphron stylisé avec le débit, et vous voyez que les 100 millilitres minute, eh bien, il y a une réabsorption des 2/3 dans le proximal, 10 millilitres minute dans la branche descendante, pas de réabsorption dans la branche ascendante large de Henle, et c'est au niveau distal, au niveau du canal collecteur, que va se faire la réabsorption d'eau ou non, en fonction de la présence ou non de vasopressine. En l'absence de vasopressine, on a 16 millilitres minute de débit, c'est-à-dire 15 à 20 litres par jour. En présence de vasopressine maximale, on va avoir 0,3 millilitres minute, c'est-à-dire moins de 400 millilitres par jour. Et donc cette sécrétion de vasopressine dépend donc de l'anatrémie ou de l'osmolarité plasmatique. Cette régulation est très fine, la demi-vie de l'ADH est très courte, et lorsque l'on est en hyponatrémie, normalement, l'ADH est complètement freinée. Pour de toutes petites variations, pour de petites variations de l'ADH, dès qu'elle monte un petit peu, on a très rapidement une osmolarité urinaire qui monte. Et donc, quand on n'a pas d'ADH, on a les 50-60 milliosmoles par litre. Et quand on a beaucoup d'ADH, on arrive à 1000-1200. Donc, chez un sujet normal qui boit en l'espace de 15 minutes 1 litre d'eau, eh bien, on observe une chute de l'anatrémie. Donc, chacun d'entre nous, si on boit sans manger, on se retrouve en hyponatrémie si l'on boit beaucoup, rapidement. Et dans les heures qui suivent, on va corriger cette hyponatrémie. Pourquoi? Tout simplement parce que cette hyponatrémie va inhiber la vasopressine et l'osmolarité urinaire, qui à jeun est à 800-900 milliosmoles, va chuter en l'espace de 1 à 2 heures pour se retrouver en dessous de 100 milliosmoles par litre, permettant ainsi d'éliminer l'eau en excès. En l'espace de 4 heures, on élimine 80% de l'eau ingérée. Il existe donc cet osmorécepteur qui permet cette régulation, mais il y a aussi des volorécepteurs qui fonctionnent de façon indépendante des osmorécepteurs et qui, lorsqu'ils sont stimulés du fait d'une hypovolémie, vont synthétiser des quantités qui peuvent être très très importantes de vasopressine, indépendamment de l'état d'excitation des osmorécepteurs. Donc chez notre patiente, les volorécepteurs étaient stimulés car il avait une hypovolémie. On a apporté le NaCl 9 pour 1000, c'est-à-dire qu'on a corrigé l'hypovolémie. Et à ce moment-là, il n'y avait plus de stimulus volodépendant, il n'y avait plus que le stimulus osmodépendant qui lui était au repos puisqu'il existait une hyponatrémie, d'où la correction du trouble de dilution. Donc nous avions avant une impossibilité de descendre l'osmolarité des urines en dessous de 330 milliosmoles par litre. Après la perfusion de sérum Phi, nous descendions en dessous jusqu'à 124. Et donc, on pouvait éliminer l'excès d'eau et corriger ainsi l'hyponatrémie. Donc ici, l'apport de sel ne sert pas à concentrer le sang par le sel qu'on apporte, mais permet de corriger une hypovolémie. Donc là encore, les recommandations d'experts auraient justifié non pas 1 litre de NaCl 9 pour 1000, c'est-à-dire 300 milliosmoles, mais 150 milliosmoles. Donc vous voyez, ceci correspond à 1 demi-litre de NaCl. Et finalement, cette recommandation aurait permis probablement de corriger moins rapidement l'hyponatrémie et donc d'être plus performant. Donc la deuxième question à vous poser devant une hyponatrémie, c'est si j'ai un trouble de dilution, contrairement au premier cas, est-ce que ce ne sont pas les volorécepteurs qui sont stimulés? Et je vais rechercher une diminution de mon contenu en sodium de l'organisme dû à des faibles apports ajoutés à des diurétiques ou des pertes digestives. Le traitement, c'est l'apport de sodium. Deuxième cause liée à une stimulation des volorécepteurs, les hypovolémies efficaces, notamment l'insuffisance cardiaque. Et vous savez tous que l'insuffisance cardiaque NYHA 3-4 s'accompagne des hyponatrémies. Et là, le traitement n'est pas le sel, c'est de demander au cardiologue d'améliorer les performances cardiaques avec une belle lettre. Dernier cas de figure, ce patient qui avait une cinquantaine d'années, tabagisme, whisky, syndrome dépressif traité par des Roxates, donc un inhibiteur de la recapture de sérotonine, primo-infection tuberculeuse, pneumopathie. Donc c'était en 2010, douleur dentaire entraînant un arrêt de l'alimentation et une grande consommation d'eau froide. 2 jours plus tard, perte de connaissance, et on voit l'anatrémie à 117.
il n'a pas de pli cutané, pas d'œdème, pas de signe d'insuffisance cardiaque, pas de signe de cirrhose. Donc à l'admission, nous avons 117 de natrémie, et le lendemain, le iono urinaire n'a pas été fait. Nous passons de 117 à 113 après 1 litre de NaCl, avec une osmolarité urinaire qui, à ce moment-là, est à 415. Donc là, on n'a absolument pas amélioré la situation. Au contraire, on l'a aggravée. Donc ça n'est pas volodépendant, ça n'est pas une potomanie, c'est un SIADH. Vous avez le diagnostic. Et pourquoi est-ce qu'on a aggravé? Tout simplement parce que le sérum salé isotonique est à 300 milliosmoles par litre, alors que les urines étaient à 415. Et c'est la raison pour laquelle l'ajout d'un soluté hypertonique à ce moment-là devient intéressant dans cette situation. Donc si on est dans un SIADH, avec 400 milliosmoles par litre de trouble de dilution, eh bien, lorsqu'on mange 400 milliosmoles par jour avec 1 litre d'eau, la concentration est à 400 milliosmoles par litre, on n'a pas de trouble de la natrémie. Lorsque maintenant on apporte 2 litres de NaCl 9 pour 1000, que l'on ne mange pas et que l'on ne boit pas, eh bien, l'osmolarité urinaire ne peut pas être à 300 milliosmoles par litre, donc on va garder de l'eau, c'est la situation initiale, et c'est pour ça que la natrémie s'aggrave. L'hyponatrémie s'aggrave. Je suis désolé, je suis obligé d'être un peu vite. Donc l'évolution, c'est que lorsque l'on donne soit du NaCl hypertonique avec 3%, soit 400 ml de NaCl 9 pour 1000 plus 100 ml de NaCl 20%, ce qui correspond au total à 1200 milliosmoles par litre, on administre au total 600 milliosmoles, et là, on permet une correction de la natrémie à 124. On ne guérit pas le patient, il a toujours son hyponatrémie, mais par contre, on a résolu en partie le problème d'une hyponatrémie menaçante. Et on aurait eu des résultats à peu près comparables avec les recommandations NaCl 3%. Les résultats sont figurés en bas. Donc en fait, juste pour vous dire, vous devez penser au SIADH, mais faites attention, chez ce patient, en fait, le vrai diagnostic était une insuffisance corticotrope. Et ceci est difficile à diagnostiquer, tout particulièrement en aigu, et n'hésitez pas à refaire un test synactène à distance, même hors de l'hospitalisation. Ce n'est pas une insuffisance surrénalienne basse, c'est une insuffisance corticotrope. Et ce patient sous hydrocortisone a complètement corrigé son trouble de dilution ultérieurement. Donc en résumé, vous avez les 3 approches diagnostiques. S'agit-il de volorécepteurs stimulés? S'agit-il d'un excès d'eau et d'une insuffisance d'osmole? Ou s'agit-il d'un trouble des osmorécepteurs avec un SIADH ou une insuffisance corticotrope? Et donc la dernière diapo, les recommandations. Donc les 150 millimoles de NaCl 3% en 20 minutes, c'est comme du NaCl 1 demi-litre, NaCl 9% 1 demi-litre, 9 pour 1000 1 demi-litre. Pourquoi 20 minutes? Tout dépend de la situation clinique. Est-ce qu'elle est urgente? En tout cas, si vous avez, une fois que vous l'avez faite et que vous avez fait l'osmolarité urinaire de départ, si vous avez une osmolarité urinaire qui est inférieure à 200 milliosmoles par litre, surtout arrêtez, vous allez au-devant de la catastrophe. Et dans le cas où vous faites cet examen et que vous avez une osmolarité urinaire après la perfusion qui est en dessous de 200 milliosmoles par litre, vous risquez d'être dans le cas d'une hypovolémie et là aussi de faire une hypercorrection. Donc hyponatrémie, intoxication à l'eau, hyponatrémie, trouble de dilution des urines. J'espère que je vous ai montré l'intérêt de faire des prélèvements urinaires pour doser les osmoles, puisque ça vous permet une prise en charge, enfin de faire un diagnostic, de faire une prise en charge thérapeutique. Et puis, donc, attention au NaCl hypertonique. Si vous en donnez, surtout ne dépassez pas les 150 millilitres en première intention. Merci.